Le sergent-chef Florian Montorio avait 40 ans. Il a été tué samedi au Liban dans une embuscade contre une patrouille de casques bleus français. À Montauban, son régiment salue un militaire d'exception. Sa bravoure et sa valeur étaient immenses. C'est aujourd'hui tout le régiment qui le pleure et qui l'honore. La France pointe la responsabilité du Hezbollah. Le groupe chiite pro-iranien nie lui toute implication sur fond de cessez-le-feu fragile entre Israël et le Liban. Le Hezbollah rejette la trêve et tire à boulet rouge sur l'État libanais qui s'est engagé à désarmer la milice chiite. C'est un échec. Les dirigeants libanais sont faibles, vaincus et mènent des négociations de capitulation. Les négociations que mène l'État ne nous concernent pas. L'État libanais a-t-il vraiment les moyens de neutraliser le Hezbollah? L'influent mouvement est protéiforme. C'est aussi bien une milice armée qu'une organisation religieuse, un influent parti politique et un important réseau d'associations caritatives soutenues par une partie des Libanais. Nous combattrons aux côtés du Hezbollah, car il nous représente et nous protège du mal. Mais les positions du mouvement pro-iranien divisent. À l'image de cette une de presse, des chrétiens libanais frappés par Israël accusent le Hezbollah de jouer les incendiaires. Pourquoi nous entraîne-t-il dans une guerre? Nous voulons la paix. Une paix qui peine à se dessiner. Israël occupe le sud-Liban où il a officialisé l'existence d'une ligne de démarcation à ne pas franchir sous peine de riposte militaire. Netanyahou et moi avons ordonné à l'armée d'agir avec toute sa force, à la fois au sol et dans les airs, y compris pendant le cessez-le-feu. Alors, entre l'occupation israélienne et le spectre d'une guerre civile, comment sortir le Liban de la crise? Le Hezbollah peut-il être désarmé? La France a-t-elle un rôle à jouer? Bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. Nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. À mes côtés, Gil Mehaili. Bonsoir Gil. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes historien franco-israélien et directeur de la publication de la revue Conflit. Selon vous, le Hezbollah est toujours une force que l'État libanais ne peut pas contrôler, dites-vous, même si le gouvernement tente de limiter ses actions. Et Israël contribue à démanteler ses capacités militaires. À vos côtés, bonsoir Karim Emile Bitar. Bonsoir. Bienvenue à vous, professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche-Orient et enseignant à Sciences Po Paris. Selon vous, le Hezbollah a un ancrage social très important et ce n'est pas par la force qu'on pourra arriver à en venir à bout. Les menaces d'Israël contribuent à alimenter le narratif de ce mouvement. Dites-vous, il faudrait d'abord mettre un terme à l'occupation du Sud-Liban. Et à vos côtés, Lynn Tehini, bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient. Vous collaborez avec le site d'information Ici Beyrouth et l'agence de presse libanaise Al-Markaziyya. Selon vous, le Hezbollah est un État dans l'État qu'il sera compliqué de désarmer. Ce n'est pas seulement une organisation militaire, dites-vous, car elle fait aussi partie du tissu social libanais. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Valérie, vous avez un drapeau qui est le drapeau du jour. Absolument, le drapeau du Hezbollah, un fond jaune saturé, au centre le mot Hezbollah qui apparaît donc en vert, la couleur de l'islam, calligraphiée de telle sorte que la lettre centrale se transforme en bras brandissant une Kalachnikov. On devine un globe terrestre et un rabot qui sont les emblèmes des gardiens de la révolution iranienne. Au-dessus du fusil d'assaut en rouge, on peut lire « C'est le parti d'Allah qui sera victorieux » et en bas, la résistance islamique au Liban. C'est le Hezbollah qui est accusé d'être à l'origine de la mort du casque bleu français Florian Montorio. Karim Emile Bitar, que pèse aujourd'hui militairement le Hezbollah? Combien d'hommes, combien d'armes? Alors, nous pensions qu'ils étaient considérablement affaiblis après la guerre de novembre 2024. Les analystes militaires israéliens nous disaient qu'ils avaient perdu 80% de leur capacité militaire. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont toujours des missiles balistiques d'assez longue portée, qu'ils ont toujours un certain nombre de combattants aguerris, qu'ils ont été repris en main par les gardiens de la révolution iranienne qui semblent être véritablement aux commandes. On assiste à une véritable pasdaranisation du Hezbollah. Et puis, ils ont toujours un ancrage social. Face à ces frappes israéliennes très souvent indiscriminées, il y a un esprit de corps dans la communauté chiite libanaise qui fait qu'on ne peut pas encore les considérer comme trop affaiblis. Qu'est-ce que vous appelez une pasdarisation du Hezbollah libanais? C'est-à-dire que ce sont les Iraniens qui prennent directement en main aujourd'hui Ils prennent directement les décisions importantes. Hassan Nasrallah, le leader emblématique assassiné en 2024, avait obtenu une certaine aura
à l'échelle régionale, tant et si bien qu'il avait une marge de manœuvre. Ils étaient déjà avec ce lien organique avec l'Iran, ils étaient déjà inféodés, mais là, les décisions sont directement prises en Iran. Beaucoup au Liban sont persuadés que les frappes qui ont suivi l'ayatollah Khamenei ont été décidées par les Iraniens. Les députés et les ministres du Hezbollah semblaient les découvrir en même temps que nous. Pour vous, Lynn Tahini, ils sont combien concrètement? Combien d'hommes représentent le Hezbollah? Alors, on n'a pas vraiment de chiffres officiels. On va aller, c'est plutôt le service de renseignement israélien qui en a beaucoup plus que les Libanais. Alors, on dit qu'avant la guerre de 2024, il y avait à peu près 100 000, on va dire, combattants du Hezbollah. Aujourd'hui, les chiffres, on dit autour de 25 000, sachant que quelques-uns ont été tués depuis le début de la guerre, 4 à 5 000. Donc, on dit à peu près 20 000 combattants, on va dire, qui ne sont pas des réservistes, parce qu'il y a beaucoup plus aussi de réservistes. Et ça, c'est un élément très important pour le Hezbollah. Après, d'un point de vue des armes, c'est ce que Karim disait tout à l'heure. Oui, il y a encore énormément d'armes, même si nous savons que Israël, l'année dernière, avait détruit énormément de caches d'armes dans le sud Liban et dans la banlieue sud. Nous savons qu'il y en a encore énormément. La preuve, ce sont toutes les destructions de dépôts d'armes qu'il y a eu ce dernier mois, que ce soit dans la banlieue sud ou dans le sud Liban. Oui, dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans la banlieue sud de Beyrouth, tout à fait. Ilmaili, est-ce que le Hezbollah, est-ce qu'il faudrait l'interdire tout bonnement, comme le souhaite d'ailleurs Israël? Il y a la branche armée, militaire, dont on vient de parler, avec l'état des forces qu'on essaye de faire. C'est aussi un parti politique au Liban. Est-ce qu'il est possible d'interdire le Hezbollah? Alors, ce que le gouvernement libanais a déjà fait il y a un mois, le Hezbollah, au moins la branche armée, est hors la loi. Et ils ont interdit aussi d'utiliser ces armes contre Israël, de décisions qu'ils ont ignorées superbement. Et donc, la question, c'est comme si en France, on dit et si on interdit la pauvreté? C'est pas comme ça que ça marche. Sauf qu'il y a une branche politique aussi du Hezbollah. Il n'y a pas seulement une branche militaire. Est-ce que celle-là, il faudrait l'interdire aussi? Ce qu'on appellerait une vitrine légale, peut-être, pour certains autres mouvements. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est une affaire libanaise. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'un État dans l'État. En fait, le sud Liban et le Bekaa aussi n'ont jamais connu un État. Sous les Ottomans, c'était le Wild West, et depuis, il n'y avait jamais de l'État. C'est un petit peu l'anthropologie de la Calabre, de la Sicile. Et donc, le Hezbollah est surposé sur un système... Le Hezbollah pallie cette absence d'État libanais dans le sud Liban et sur la péninsule Bekaa. C'est un petit peu comme la mafia, avec des réseaux. Ils ont des cousins en Afrique de l'Ouest, ils ont des amis et des cousins et des associés à Venezuela, en Amérique du Sud. Des réseaux, mais aussi, on le disait pourtant, voilà, un parti politique qui est représenté aujourd'hui avec 13 députés sur 128 qui ont été élus. Leur mandat a même été prolongé encore de 2 ans. Les élections auront lieu en 2028. Karim Émile Bitar, ces députés du Hezbollah ont été élus démocratiquement? Ils ont des ministres aussi. Démocratiquement, ça se discute parce qu'ils sont quand même appuyés par un arsenal militaire, qu'ils ont des réseaux clientélistes dont leur public a besoin pour survivre, pour payer les frais de décollage, les frais d'hospitalisation. Donc il y a quand même un bonus pour les candidats du Hezbollah. L'État dans l'État, la formule revient au Liban depuis très longtemps, depuis l'époque de l'OLP. Il y a une formule plus juste qu'a eu le rédacteur en chef de l'Orient le Jour, Anthony Samrani, qui a dit c'est un État au-dessus d'un non-État. Parce que le problème, c'est parce qu'il n'y a pas justement d'État libanais suffisamment solide que des mouvements comme le Hezbollah ont pu émerger. Est-ce qu'il est possible de les mettre hors la loi? Donc le gouvernement a en effet décidé de mettre la branche militaire hors la loi, mais la branche politique, je ne pense pas. Avant l'émergence du Rassemblement national en France, il y avait des groupes comme Occident, Ordre Nouveau, on les a dissous. Ils sont réémergés sous d'autres appellations. Donc c'est un peu casser le thermomètre en espérant faire disparaître la fièvre. Donc le gros problème de fond, c'est la question de la démarcation des frontières terrestres et maritimes pour qu'on puisse véritablement dire qu'il n'y a pas de risque d'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale du Liban. On va y venir dans un instant, mais juste avant, Lynn Tahini, une autre question sur l'implantation, j'allais dire la popularité du Hezbollah parmi la population libanaise. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les Libanais sont en révolte, en opposition au Hezbollah, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a un regain de sympathie en sa faveur?
Tout dépend de où vous vous placez, parce qu'il faut savoir qu'au sein de la communauté chiite, en fait, le Hezbollah était en train de financer, il fait partie du tissu social libanais, mais à travers le financement de cette communauté chiite, donc des hôpitaux très importants, des institutions financières, il y en a plus de 30 qui sont parallèles aux institutions financières libanaises, des écoles qui n'ont pas le même programme que les écoles libanaises, donc vous comprenez, des services de santé, pharmacie, etc. Et aussi des institutions caritatives qui versent de l'argent aux familles des martyrs du Hezbollah. Donc ils ont construit tout un système social qui fait en sorte que c'est très compliqué pour cette communauté chiite de sortir en fait du Hezbollah. Il y a cette dimension sociale donc, de ce mouvement, c'est implanté dans la société, et puis il y a aussi la dimension militaire dont on parlait, ces milliers de roquettes tirées sur Israël, les accusations donc d'avoir tué ce soldat français de la finule. Justement, Fanny, l'un des objectifs du cessez-le-feu signé d'abord entre les États-Unis et l'Iran et par extension entre Israël et le Liban, c'est le désarmement du Hezbollah. Mais cet enjeu-là, c'est un véritable serpent de mer. Oui, depuis 2004 précisément, à l'époque, une résolution de l'ONU demande, je la cite, que toutes les milices libanaises et non libanaises soient dissoutes et désarmées, Hezbollah compris donc. Bien que les objectifs de cette résolution en 1559 soient régulièrement répétés par l'ONU, eh bien ce texte reste longtemps lettre morte. Aucune force n'est dédiée au désarmement du Hezbollah. Aucune sanction automatique n'est prévue. Conséquence, eh bien, le Hezbollah renforce son arsenal, on en parlait tout à l'heure, avec des drones, des missiles. Mais il y a 8 mois, le gouvernement libanais confie ce désarmement à l'armée régulière libanaise dans un plan en 2 phases. La première au sud du fleuve Litani, que vous voyez sur cette carte. La seconde au nord du fleuve. Avec quel résultat ? Eh bien, l'armée dit avoir déployé 10 000 hommes au sud du fleuve. Elle dit avoir saisi 230 000 éléments de l'arsenal. On parle d'armes, de munitions, de rampes de lancement de missiles. Elle affirme aussi avoir détruit des tunnels et elle promet qu'elle anéantira les infrastructures restantes et les derniers stocks de munitions avant d'enclencher la phase 2 de ce fameux plan. Le Hezbollah refuse. Nul au Liban ou à l'étranger ne pourra désarmer le Hezbollah, a dit cet après-midi même un député du mouvement. Pas question pour lui de renoncer à ses armes alors qu'Israël, toujours selon le Hezbollah, ne respecte pas ses engagements. Israël, qui de son côté justifie ses frappes et le maintien de ses positions sur le sol libanais par la reconstitution des capacités militaires du Hezbollah. Gil Mikhaïli, est-ce qu'on est donc dans une impasse ? Est-ce que désarmer le Hezbollah, c'est une mission totalement impossible ? Alors, je commence par la fin. Si on n'arrive pas à couper les liens avec l'Iran, le Hezbollah ne va pas disparaître. En même temps, il faut vivre avec cette menace et que cette menace soit en quelque sorte comprimé au contenu. Donc, quelle est la situation aujourd'hui ? La situation aujourd'hui, c'est qu'officiellement, le Liban est un pays souverain. Mais c'est un pays souverain qui n'a pas les moyens d'imposer sa souveraineté. Et donc, si Israël n'emploie pas des moyens aériens qui violent l'espace aérien libanais, personne ne saura que fait le Hezbollah. Et si une fois Israël, par ses violations, ne traite pas les violations de Hezbollah, que seules les violations israéliennes peuvent découvrir par la force, personne d'autre le fera. Ni la FINUL, ni l'armée libanaise. Alors, et donc, on est dans quelque chose. Si on ne coupe pas les liens entre l'Iran et le Hezbollah va toujours arriver à se maintenir à un certain niveau et Israël sera obligé de faire le travail de Liban à l'intérieur du Liban. Parce que c'est la seule force qui est capable de maintenir le Hezbollah dans une dimension contrôlable. On vous entend, mais est-ce que c'est vraiment la seule force ? Quels sont les moyens aujourd'hui, Linteini, de l'armée régulière libanaise ? Alors, malheureusement, l'armée régulière, malheureusement, le Hezbollah reste l'organisation paramilitaire, une des organisations paramilitaires les plus puissantes dans le monde. Elle est, en termes militaires, plus forte que l'armée libanaise. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas une question de force seulement. Le problème est une question de volonté politique.
là est le cœur du problème aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que politiquement, il y a eu des décisions historiques qui ont été prises ce dernier mois. Donc, pour la première fois, on va dire, dans l'histoire du Liban, le gouvernement libanais a décrété que la branche militaire du Hezbollah était hors la loi. Donc, ça, c'est un geste qui est très fort. Le deuxième point qui est très fort, c'est que le gouvernement aussi a demandé à ce que la région de Beyrouth soit démilitarisée. Donc, ça, c'est un autre geste fort de la part du gouvernement libanais. Et le troisième point, c'est déjà de parler de négociations, d'appeler à des négociations directes avec Israël. Donc ce sont 3 points qui sont très importants du point de vue, on va dire, politique. 3 points qui sont évidemment combattus par le Hezbollah. Tout à fait, qui sont combattus par le Hezbollah. Alors pour revenir à la question de l'armée, l'armée libanaise aujourd'hui est composée de composantes de différentes communautés libanaises. Donc la grande question, et là vient le problème, c'est que le général en chef de l'armée se dit: si on va combattre le Hezbollah, ça va être perçu comme si on combattait toute une communauté qui quand même représente 30 à 35% de la population libanaise. Justement, Lynn Théini, excusez-moi, mais c'est vrai que la société libanaise est composée de cette multitude, cette mosaïque de communautés que vous évoquiez à l'instant, et plane toujours, si jamais la situation dégénère, s'aggrave le spectre de la guerre civile. Précisément, si la FINUL est déployée depuis si longtemps au sud Liban, c'est que le pays a été en proie durant une quinzaine d'années à une terrible guerre civile. C'est l'objet de notre archive du jour qui nous ramène 26 ans en arrière, juste après le retrait de l'armée israélienne du sud Liban. Ils ont fêté la libération comme ils ne l'avaient plus fait depuis la fin de la guerre civile, en tirant des rafales de Kalachnikov en l'air au milieu de la foule. Et les habitants des villes évacuées par les Israéliens et leurs alliés acclament le Hezbollah en héros. Ici, le parti de Dieu est maître des lieux. 70% des chrétiens du village de Cléa ont collaboré avec l'État hébreu et se sont réfugiés en Israël. Ceux qui restent craignent que les représailles ne soient dirigées contre toute la communauté. Pour apaiser leurs craintes, le président de la République libanaise a décidé de leur rendre visite. Ils l'attendent avec impatience. Le président arrive, mais cela ne suffit pas. Tant que l'armée libanaise n'aura pas pris position dans le sud Liban, les chrétiens resteront inquiets. Karim Emile Bitar, est-ce qu'aujourd'hui, avec les affrontements entre Israël et le Hezbollah, l'armée libanaise démunie, on vient de le dire, et une forme de paralysie politique, est-ce que c'est le retour d'une guerre civile au Liban qui guette ? Le risque ne doit pas être minimisé, même si c'est un chiffon rouge parfois agité par le Hezbollah pour éviter qu'on ne prenne des mesures plus strictes. Mais Lynn a mis l'accent sur un point très important, peut-être plus dangereux que l'État dans l'État, c'est la société dans la société. Le fait que vous avez des écoles qui élèvent des générations dans le culte de Qassem Soleimani, de Khamenei, ce sera difficile. Vous pouvez éventuellement les désarmer, mais sortir de cet état d'esprit, c'est pas facile. Toutes les études académiques montrent qu'on peut éradiquer un groupe radical lorsqu'il a quelques centaines ou quelques milliers de membres. Mais à partir du moment où il a un ancrage social, on parle là d'1 million de personnes qui ont voté pour le Hezbollah, la solution ne peut passer que par une négociation politique, comme en Irlande du Nord, comme avec les FARC en Colombie, les maoïstes au Népal, au Guatemala, au Nicaragua. Mais comme ça a été dit, cette négociation politique ne peut pas se faire entre le Liban et le Hezbollah parce que ce sont les Iraniens qui ont le dernier mot. Donc le Liban se trouve dans une impasse et l'armée libanaise, la tragédie de l'armée libanaise, c'est qu'elle est soumise à des injonctions contradictoires. On la somme de désarmer en quelques mois un groupe qui depuis 40 ans est plus puissant que l'État et on ne lui fournit pas les moyens financiers, militaires et logistiques dont elle a besoin pour mener à bien cette mission, alors même que la décision politique, ça a été dit, a été prise. Il n'y a aucune ambiguïté de la part du Premier ministre et du Président de la République. Ils sont déterminés à restaurer la souveraineté de l'État. Encore faut-il qu'on donne à l'armée libanaise les moyens de le faire. Guy Meili, samedi, Israël a instauré, mis en place une ligne jaune à l'intérieur du sud Liban qu'Israël qualifie de ligne de défense avancée. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette zone que définit cette ligne à l'intérieur du territoire libanais ? Une zone de protection, une zone de démarcation, une zone d'occupation ? Alors, une zone qui va même jusque dans les eaux territoriales libanaises, pour le préciser aussi. Alors, les 7 octobre, c'était un projet de Hamas, palestinien, mais l'idée était brevetée par le Hezbollah. Et c'est pour cela que le 7 octobre le matin, en Israël, ils ont envoyé beaucoup de forces vers le nord. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, Israël ne prend plus les risques qu'une force terrestre puisse foncer par la frontière
Et avant que l'armée israélienne puisse réagir, ça prend quelques heures, ça y est, ils sont déjà dans les villes, dans les villages, en train de brûler, tuer, prendre des otages, etc., etc. Et donc, le rôle tactique de cet espace, c'est de pousser la population dehors, de contrôler militairement. Là aussi, on les pousse suffisamment loin pour protéger la population. Alors il y a eu aujourd'hui même, il y a quelques heures, une frappe de drone dans le sud Liban. Depuis le début des affrontements, en fait, les bombardements israéliens ont fait 2300 morts, déplacé 20% de la population, presque 1 million, plus d'1 million de Libanais. Une stratégie contre-productive vis-à-vis du Hezbollah, selon le ministre français des Affaires étrangères qui s'exprimait hier sur Radio J. Ce n'est pas en détruisant le Liban ou l'État libanais que l'on détruira le Hezbollah, bien au contraire, on le renforcera. Ce qui est parfaitement légitime et qui est souhaitable, c'est que s'engagent au plus haut niveau des discussions et des négociations entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. C'est la seule manière de consolider un cessez-le-feu durable, de procéder au désarmement du Hezbollah de manière efficace et de régler le différend qui oppose les deux pays depuis trop longtemps maintenant. Lynn Teheni, il y a clairement un renforcement du Hezbollah si les bombardements israéliens continuent ? Écoutez, si la zone tampon se maintient dans le temps, ça va justifier un peu la présence de cette résistance de l'autre côté de cette frontière, vous comprenez ? Parce que c'est quand même la souveraineté du Liban qui est en question. Mais moi, je voulais revenir sur un point qu'on a mentionné tout à l'heure. Une des solutions serait... Tout d'abord, il faut savoir que la communauté chiite, il y a 2 leaders dans cette communauté. Donc, il y a le chef du Parlement qui est Nabih Berri et il y a le Hezbollah. Donc, en fait, aujourd'hui, si nous voulons procéder à la démilitarisation du Hezbollah, si nous voulons avancer dans des négociations de paix. Je ne vais pas dire négociation de paix parce que la paix est un grand mot et qu'il y a eu trop de morts du côté libanais. On va dire une reconnaissance des frontières. Si on veut avancer dans ce sens, il faut négocier avec le chef de cet autre, avec le président de la Chambre qui lui représente ces autres chiites en fait qui font partie de cette communauté parce que la clé pourrait être chez lui. Parce que si jamais l'armée vient pour désarmer le Hezbollah, ce ne sera pas perçu comme une bataille contre la communauté chiite, puisqu'une partie de cette communauté aura eu l'aval puisque l'armée aura eu l'aval du chef d'une partie de la communauté qui est le président Nabih Berri. Toute dernière question, Karim Emile Bitar, en quelques mots. On sait que l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est extrêmement fragile et que les États-Unis pourraient peut-être, une fois l'expiration de ce cessez-le-feu dépassé, reprendre leur bombardement sur l'Iran. Si jamais les États-Unis bombardent de nouveau l'Iran, ça veut dire qu'automatiquement le Hezbollah va attaquer de nouveau Israël ? Probablement, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que quand bien même il y aurait un cessez-le-feu entre les États-Unis et le Liban, Israël a annoncé que son opération au Liban ne s'arrêterait pas. Et cette carte que vous avez projetée de la ligne jaune, c'est ce qui inquiète les Libanais, car Israël avait déjà occupé le Liban pendant 22 ans, entre 1978 et 2000, c'est ce qui avait donné naissance au Hezbollah, mais à l'époque, il y avait une milice supplétive, les habitants n'ont pas été forcés au départ. Là, on a rendu inhabitable le sud-Liban avec l'usage de phosphore blanc, de glyphosate, d'herbicides, donc il y a un risque de jonction avec les zones syriennes qu'Israël a déjà occupées. Il y a Israël Katz qui parle d'occupation permanente, Smotrich qui veut carrément annexer le Sud-Liban. Donc tout cela vient donner du grain à moudre au narratif du Hezbollah qui était au plus bas de sa popularité lorsqu'ils ont lancé les frappes contre Khamenei, après l'assassinat de Khamenei. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes.